malgré ce chiffre exceptionnellement haut, il y a encore davantage de personnes aujourd'hui déplacées par des catastrophes naturelles. On estime ainsi qu'en 2013, il y a eu 3 fois plus de personnes déplacées par des catastrophes naturelles que de personnes déplacées par des guerres et des violences. Et comme je le disais, à ce chiffre, il faut bien sûr ajouter ceux qui sont déplacés par les impacts plus lents, plus progressifs du changement climatique et qui, eux, échappent au comptage statistique. On est donc en train de parler ici de ce qui est aujourd'hui le principal facteur de déplacement forcé de population dans le monde, devant les guerres, devant les violences, devant les persécutions. Malgré cela, les perceptions que nous avons du phénomène restent assez éloignées de la réalité. Puisque les gens qui sont déplacés par des catastrophes naturelles ou par des impacts du changement climatique restent généralement dans leur pays. La migration internationale reste l'exception et généralement on assiste à des déplacements sur d'assez courtes distances. Les gens, c'est logique, ne cherchent pas à fuir leur pays, ils ne sont pas persécutés par leur gouvernement, ils cherchent simplement à fuir le lieu où l'environnement s'est dégradé et le lieu qui est devenu inhabitable. Pourtant, les perceptions que nous avons de ces migrations dans l'espace public sont généralement très éloignées de leur réalité empirique. Je vous montre simplement 2 exemples qui sont des photographies tirées d'une exposition présentée au musée de la ville de Londres en mars 2011. L'exposition s'appelait London Futures et avait pour but de montrer aux Londoniens à quoi pourrait ressembler leur ville demain sous les effets du changement climatique. Et elle présentait des photos qui en réalité ne sont pas de véritables photographies, mais sont des photos trafiquées, photoshopées, qui montraient donc à quoi pourrait ressembler Londres demain. Et l'une de ces photos montrait Buckingham Palace entouré d'un gigantesque camp de réfugiés. Une autre photo montrait Trafalgar Square, cette place du centre de Londres, transformée en bidonville rempli de Bangladais. Il faut faire très attention avec ce type de représentation de l'immigration dans l'espace public. Bien sûr, l'exposition était bien intentionnée et visait à sensibiliser le public londonien aux dangers et aux impacts humains du changement climatique. Mais ce faisant, il jouait également sur les peurs xénophobes de la population. Et si vous retirez ces photographies de leur contexte, celui d'une exposition sur le changement climatique, elles auraient pu tout aussi bien se trouver dans de la propagande d'extrême droite, en disant « nous sommes envahis par des immigrés qui changent le paysage de nos villes, nous ne reconnaissons plus nos églises et nos places ». Et donc, il faut faire très attention parce que souvent, et j'y reviendrai, dans l'espace public, dans les discours politiques, la peur de l'immigration est souvent utilisée pour stimuler l'action sur le changement climatique. Le message de l'exposition, pour le dire un peu brutalement, est de dire « Attention londoniens, vous avez intérêt à réduire vos émissions de gaz à effet de serre parce que si vous ne le faites pas, demain vous serez envahis d'immigrés. » Le problème, très souvent, c'est que lorsqu'on va parler de ces migrations liées au climat dans l'espace public, on va le faire avec uniquement un agenda climatique en tête et qu'on va prêter finalement assez peu d'attention à la réalité empirique de ces migrations et aux besoins de ces immigrés. Quels sont les principaux impacts du changement climatique qui sont générateurs de flux migratoires? Généralement, on va distinguer qu'il y a 3 types d'impacts à considérer. Les événements climatiques extrêmes, la baisse des précipitations et la dégradation des sols qui en résulte, et enfin, bien sûr, la hausse du niveau des mers, qui est bien entendu celui qui frappe le plus les imaginations. Les événements climatiques extrêmes vont provoquer à la fois des déplacements temporaires, mais également permanents. Bien loin de ce qu'on pourrait parfois imaginer, après une catastrophe, et même alors que la reconstruction est achevée, l'ensemble des déplacés ne reviennent pas.
pour beaucoup, la catastrophe va également représenter un changement de vie et une réinstallation ailleurs dans le pays. Rappelons simplement l'exemple de l'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle-Orléans il y a bientôt 10 ans. Plus d'un tiers de la population de la Nouvelle-Orléans n'est jamais revenu à la Nouvelle-Orléans, alors même que la ville est aujourd'hui reconstruite. Et donc, contrairement à ce qu'on imagine souvent, les catastrophes ne provoquent pas simplement des évacuations temporaires, mais provoquent également des migrations permanentes. Deuxième type d'impact, la baisse des précipitations, ou le changement dans le régime de précipitation, et la dégradation des sols, qui va généralement provoquer un exode rural avec des paysans qui, ne pouvant plus vivre de leur culture, vont chercher un travail alternatif dans les grands centres urbains. La difficulté de ces migrations, c'est que la corrélation entre la dégradation des sols, et entre le régime pluviométrique et la migration est assez contre-intuitive. Généralement, lorsqu'on est au plus fort de la crise, on va constater une diminution des flux migratoires, et par contre une augmentation immédiatement après la crise, ou juste avant la crise. Qu'est-ce qui explique ce résultat largement contre-intuitif? Le fait que la migration coûte très cher. C'est souvent quelque chose que l'on oublie, mais la migration demande la mobilisation d'énormément de ressources, et notamment de ressources financières, ce qui explique que lorsque les ressources des agriculteurs sont le plus diminuées au plus fort de la crise, et bien simplement ils n'ont plus assez d'argent, plus assez de ressources que pour se permettre la migration qui devient un luxe qu'ils ne peuvent plus se permettre, et au plus fort de la crise, leurs maigres ressources sont utilisées uniquement pour la satisfaction des besoins primaires de la famille, c'est-à-dire pour nourrir les enfants. Et on va migrer avant la crise, avant la sécheresse, en anticipation de celle-ci, ou juste après, une fois qu'on a récupéré une partie des ressources. Et enfin, il y a bien sûr la hausse du niveau des mers, qui va engendrer des déplacements permanents, forcément, une fois que le niveau de la mer aura monté, il ne descendra plus, mais des déplacements qui sont néanmoins relativement planifiables par les États et par les gouvernements. Et aujourd'hui, une série de gouvernements dans les petits États insulaires sont en train de préparer activement la migration de leur population complète. C'est par exemple le cas du gouvernement de Kiribati qui a acheté récemment des terres à Fidji dans l'optique de pouvoir déplacer des populations. Donc la caractéristique de ces migrations liées à la hausse du niveau des mers, c'est qu'elles sont généralement planifiables et qu'elles vont même souvent être organisées par le gouvernement. Et donc, on a trois types d'impacts du changement climatique qui sont évidemment chacun très différents, mais qui vont également engendrer des flux migratoires de nature très différente. Et donc, même si on va souvent les regrouper sous le vocable de migration environnementale ou de migration climatique, on est en réalité face à des situations migratoires très très différentes qui vont chacune demander des réponses politiques relativement différentes. Malgré tout, il est possible d'isoler certaines caractéristiques communes à ces flux migratoires très différents. La première, comme on s'en doutait, c'est la relation positive entre la dégradation de l'environnement et la migration, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, lorsque l'environnement se dégrade, cela induit un mouvement de population. Plusieurs facteurs de migration s'entremêlent. On migre rarement pour une seule et unique raison, a fortiori si la dégradation de l'environnement est relativement progressive. Mais ce que l'on sait, c'est que les facteurs environnementaux, dans cet ensemble de facteurs migratoires, ont une importance croissante et qu'ils augmentent la contrainte migratoire. C'est-à-dire que de plus en plus de gens se sentent forcés de partir. Vraiment, l'apport du facteur environnemental est que les gens ont de moins en moins de choix quant aux conditions de leur migration, quant à leur destination ou quant au moment où ils partent. Comme je le disais, ce sont des migrations qui sont généralement internes et souvent sur de courtes, voire de très courtes distances. Cela a deux conséquences importantes.
une conséquence pour la recherche qui fait que ce sont souvent des migrations qui vont échapper à tout comptage statistique, puisque les populations ne franchissent pas de frontières et comme vous l'imaginez, les gens ne téléphonent pas à leur gouvernement pour signaler qu'ils ont bougé. L'autre conséquence est une conséquence politique, qui est que le poids de ces migrations, la charge de la protection et de l'assistance à ces migrants, repose pour l'instant presque exclusivement sur les épaules du pays touché, c'est-à-dire très souvent un pays en développement qui portera une responsabilité très faible dans le changement climatique. Et donc il y a un vrai problème de responsabilité internationale qui fait que pour le moment, le poids, la charge de ces migrations est assumé presque intégralement par les pays qui font l'expérience de l'immigration, c'est-à-dire essentiellement des pays en développement. Autre caractéristique importante qui emporte des conséquences politiques extrêmement importantes, c'est que les populations les plus vulnérables sont souvent incapables de migrer. On s'imagine souvent, dans l'imaginaire collectif, que les premiers à migrer sont les plus pauvres, les plus vulnérables. C'est exactement l'inverse qui se produit dans tous les cas, à la fois dans les pays en développement et dans les pays industrialisés, pour tout type de dégradation de l'environnement. Ceux qui partent les premiers, ce sont les plus riches, les plus jeunes, les plus éduqués. Ceux qui sont contraints de rester, ce sont les plus pauvres, ce sont les moins éduqués, ce sont les plus marginalisés. Simplement parce que ce sont des populations qui souvent vont ne pas avoir suffisamment de ressources que pour se permettre de migrer. Et c'est aussi le cas lors des catastrophes